Alors, pour parler donc de Charlie Kirk, qui était le président de Turning Point et qui était en fait le responsable, on dirait des jeunes avec Trump, en fait, de la jeunesse trumpiste, hein, eh bien, il avait construit sa notoriété en allant précisément sur les campus américains débattre avec des foules parfois hostiles. Hein, et le concept, c'était prouvez-moi que j'ai tort. C'est-à-dire que lui, là, c'est pas du 1 contre 1, c'est du 1 parfois contre 3000 sur scène, et prouvez-moi que j'ai tort, et en étant dans l'argumentation, dans l'honnêteté et dans une très grande droiture. Vous voyez, là, on est vraiment sur une autre anthropologie. Et son assassinat est révélateur en fait d'une sorte de révolution qui se passe aux États-Unis, puisqu'effectivement on voit que sont exhumés en fait des propos récents de Charlie Kirk, et comme beaucoup d'Américains évangélistes, en fait Charlie Kirk était il y a encore 2 ans était intégralement sioniste. C'est-à-dire qu'en fait c'était pas une question. Il faut comprendre que dans le champ politique américain, l'adhésion au sionisme et à Israël était une évidence. Et en fait, ça a basculé ces derniers mois, je dirais à partir du moment où, un premier tournant, quand Netanyahou a essayé et Israël ont essayé d'emmener et les milliers juifs américains, d'emmener Donald Trump dans une guerre contre l'Iran. Et Donald Trump a fait du Trump, c'est-à-dire qu'il a ménagé les chèvres et le chou, mais le résultat factuel, c'est que les États-Unis ne sont pas rentrés en guerre contre l'Iran, hein, alors que cette tentative d'embrasement intervenait au moment où des négociations étaient engagées entre Américains et Iraniens. Ensuite, à la faveur de l'affaire Epstein, c'est-à-dire que tout au long de l'été, il y a eu une pression qui s'est exercée du mouvement MAGA sur Donald Trump pour que des informations soient données sur l'affaire Epstein, avec effectivement la mise en lumière, effectivement que Jeffrey Epstein a agi pour ce qu'on appelle en fait le méga groupe. D'ailleurs, on reviendra là-dessus puisque Charlie Kirk, à la fin de sa vie, dénonçait ce qu'on appelait aux États-Unis, ce qu'on appelle la Jewish philanthropy, c'est-à-dire la philanthropie juive, qui est un truc qui est assez étranger comme concept en France, puisqu'en France tout ce qui est dons, etc. est caché, alors que aux États-Unis c'est public et vous avez des sites internet qui référencent les dons. Et en fait, c'est institutionnalisé, si vous voulez, aux États-Unis. Quand vous êtes juif et que vous donnez pour des causes juives, ça s'appelle la Jewish philanthropy. Et le cœur de l'affaire Epstein, c'est comment les sous de la Jewish philanthropie, donc qui passe par ce qu'on appelle les appels unifiés juifs, c'est-à-dire les levées de fonds internes à la communauté juive qui répondent à l'appel de ce qu'on appelle la tzedaka, hein, c'est ce que vous voyez dans le métro à Paris tous les ans, l'appel à la tzedaka, etc. Donc ça c'est pour le tout venant, et puis après vous avez des cercles avec des plus gros donateurs comme en France le cercle Abravanel. Et en fait, ce sont ces sous de la philanthropie juive qui ont été détournés par ce qu'on a appelé le méga groupe, qui avait été mis en place par Leslie Wexner et Charles Bronfman, qui était président du Congrès juif mondial, pour en fait détourner les sous de la philanthropie juive et financer l'opération menée par Jeffrey Epstein avec l'appui du Mossad. C'est ça l'affaire Epstein, pour obtenir un contrôle sur l'Occident en faisant chanter les responsables universitaires, économiques, du secteur financier et de la politique et du secteur privé, de tous les secteurs. C'est ça l'affaire Epstein. Et Charlie Kirk commençait à aller sur Jeffrey Epstein, le Mossad, commençait à dénoncer la Jewish philanthropie qui était derrière la promotion du wokisme. Parce que on peut dénoncer le wokisme, on peut dénoncer le LGBT, mais qui finance? Qui a financé ça? Qui a promu ça pendant des années? On parlait de Julien Drey aujourd'hui sur CNews, mais c'est quand même Julien Drey qui a créé SOS Racisme avec Monsieur Mitterrand pour interdire toute critique de l'immigration en France pendant 30 ans.
non seulement interdire, mais pénaliser toute critique de l'immigration. Hein, et en fait, c'est ça que Charlie Kirk était en train de commencer à dénoncer, et dénoncer aussi donc la mainmise sur sur le côté culturel, c'est-à-dire Hollywood, et aussi sur le 7 octobre, Charlie Kirk commençait à pointer, je dirais, les incohérences du narratif et de poser la question de savoir si Netanyahou n'avait pas au moins laissé faire pour résoudre une situation de politique interne qui, à ce moment-là, était inextricable pour lui et pour créer un embrasement régional. Donc, tout ce contexte-là, hein, donc Charlie Kirk est pas unique, il est symptomatique. On voit la même chose chez Tucker Carlson, on voit la même chose chez Candace Owens. Prenez les déclarations des uns et des autres il y a encore 2 ou 3 ans, tout le monde était sur une ligne sioniste. Or, on voit cet été, par exemple, que Ted Cruz a été interviewé chez Tucker Carlson et a été, comment dirais-je, sommé d'expliquer publiquement, ce qui était inenvisageable il y a encore 5 ans, que le soutien à Israël n'était pas inscrit dans la Bible. Alors, ce qui nous paraît une évidence, mais pour les Américains, le soutien à Israël, c'est pas inscrit dans la Bible, c'est la découverte que le Père Noël n'existe pas. Donc, c'est ce bouleversement-là. Et Charlie Kirk était une figure de proue. C'est-à-dire que d'abord, il est une incarnation de la jeunesse. C'est quelqu'un qui drainait énormément de monde et surtout quelqu'un qui était une passerelle entre Donald Trump et les influenceurs MAGA. Je vais donner un exemple simple, puisque Candace Owens on a parlé hier, donc je peux le dire. En fait, quand Emmanuel Macron est venu à la Maison Blanche en février pour rendre visite à Donald Trump et a demandé à Donald Trump d'arrêter de médiatiser Becoming Brigitte, hein, et qu'à ce moment-là, des pressions ont été exercées sur Candace Owens en lui expliquant, écoutez, Macron est venu à la Maison Blanche, il s'opposera pas aux négociations, il n'interviendra pas dans les négociations autour de la paix en Ukraine, étant entendu qu'Emmanuel Macron parle au nom de l'Union européenne. C'est pas Emmanuel Macron en tant qu'individu, quoi. C'est la France et l'Union européenne n'interviendra pas dans les négociations sur l'Ukraine si vous arrêtez de parler de Brigitte. Ce qui pouvait paraître étonnant. Et en fait, un des intermédiaires dans ces négociations, puisqu'en fait c'est une négociation qui s'est passée en 3 étapes, hein, entre la Maison Blanche et Candace Owens. Le premier, donc jusqu'à ce que Donald Trump appelle directement Candace Owens, mais le premier intermédiaire avait été effectivement Charlie Kirk. Donc c'était quelqu'un qui était très important, si vous voulez. C'est quelqu'un qui, à la fois, est le chef des jeunes avec Trump, qui en même temps est capable de retourner des amphis entiers. Hein, c'est très rare ces hommes politiques qui sont des battleurs, qui sont capables d'aller sur scène, se confronter au public et de retourner des assemblées a priori hostiles. Et c'est quelqu'un, donc c'est vraiment un personnage central. Donc c'est la jeunesse, c'est le relais vers les autres influenceurs, et c'est aussi quelqu'un qui était en train d'opérer un virage non seulement sur le sionisme israélien, mais plus largement sur la question juive, c'est-à-dire à désigner les coupables, en vérité, du wokisme et du racisme anti-blanc qui s'est développé ces dernières années dans les sociétés occidentales, hein, se laisser faire, etc. Et aujourd'hui, aux États-Unis, disons, le grand public américain se pose énormément de questions sur les larmes de crocodile de Benjamin Netanyahou à la suite du décès de Charlie Kirk, puisque Benjamin Netanyahou a été le premier à réagir à son décès, est venu sur tous les plateaux télé expliquer que c'était une voix d'Israël qui disparaissait en le comparant à son frère qui était mort en martyr pour Israël, etc. Et là, tous les Américains disent non mais attendez, ça colle pas. Parce que toutes les dernières déclarations de Charlie Kirk et des déclarations qu'il avait faites en privé en disant je suis en train de me retourner sur la question du sionisme et d'Israël, je suis en train de virer ma cutie, et il disait en privé craindre pour sa vie. Donc en fait,
on voit là, d'ailleurs, cet événement intervient au même moment où les États-Unis sont encore mis en porte-à-faux par Israël sur la question du Proche-Orient, oui, avec le bombardement au Qatar, puisqu'il faut se rappeler, oui, que il y a la plus grosse base du Moyen-Orient se trouve américaine au Moyen-Orient se trouve au Qatar, que le Qatar est justement un point d'équilibre entre l'Iran, les autres puissances sunnites et Israël, que tout ça vient faire capoter ce qui restait des accords d'Abraham, et que en fait la politique du pire de Benyamin Netanyahou, qui comme Emmanuel Macron est sur une fuite en avant et un agenda de chaos et de troisième guerre mondiale, est en train de mettre gravement en porte-à-faux les États-Unis, qui eux et l'administration Trump, qui elle veut construire une sorte de nouveau Yalta, c'est-à-dire une nouvelle architecture de sécurité au niveau mondial, un nouveau Yalta avec les Russes et les Chinois, avec des zones d'influence. Et à chaque fois, on a ces deux individus, donc Emmanuel Macron et Benyamin Netanyahou, qui arrivent pour mettre de l'huile sur le feu et empêcher par tous les moyens que ce nouveau Yalta, entre guillemets, se produise. Mais on en voit déjà les prémices, c'est-à-dire que c'est la rencontre en Alaska, Poutine, Trump, et le sommet de Shanghai, Trump, Poutine, Xi Jinping, voilà. Donc en fait, on a, elle est là, c'est ça la ligne de fracture. C'est est-ce qu'on va vers ce nouveau Yalta, ou est-ce que ceux qui veulent le chaos pour se maintenir coûte que coûte au pouvoir vont réussir leur opération et leur manipulation. Et ce qui est très intéressant et ce qui est très porteur, c'est que le public américain n'est plus du tout dupe. C'est-à-dire que à la faveur de la tentative d'entraîner les États-Unis dans la guerre contre l'Iran au début de l'été, et à la faveur de l'affaire Epstein, il y a une sorte de réveil énorme aux États-Unis, moi que j'ai senti quand j'y suis allé dans le cadre de Devenir Brigitte. C'est vraiment une révolution et un bouleversement dans les consciences par rapport à tout ce qui est relatif au sionisme et à Israël, et à leur rôle, je dirais, néfaste dans non seulement dans la politique étrangère américaine, mais aussi ce double discours qu'on voit. C'est-à-dire, par exemple, quand on voit Bernard-Henri Lévy à la télé, on est toujours sidéré par ce double discours qui consiste à défendre l'extrême droite en Israël tout en promouvant la gauche en France. C'est Barès à Jérusalem, Jaurès à Paris. Et bien, les États-Unis ont une sorte de prise de conscience collective sur cette question-là, qui aujourd'hui est en train de se cristalliser sur l'assassinat de Charlie Kirk.